Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Sous forme de tableaux d'art, de peintures murales, de graffitis, la lutte qui a fait tomber Omar el-Béchir s'exprime dans les pinceaux au Soudan. Les artistes s'impliquent également dans la révolution en cours. La Banque mondiale au chevet de l'Angola, l'institution financière va accorder au pays en juin prochain un nouveau prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars, une somme destinée à l'exécution de projets d'infrastructure. Et puis les séquelles du génocide sont toujours présentes 25 ans après la tragédie. Au Rwanda, entre 25 et 37% de la population souffre de troubles psychologiques. Stress et dépression sont les mots les plus fréquents. Mais tout d'abord, jour de vote en Afrique du Sud. Ce mercredi 8 mai 2019, près de 26 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les élections législatives et provinciales. Le président sera ensuite choisi par le Parlement. Au pouvoir depuis 25 ans, l'ANC devrait conserver sa majorité au Parlement et son chef Cyril Ramaphosa son fauteuil de chef de l'État. Mais le parti de Nelson Mandela est en perte de vitesse. Il compte deux principaux rivaux dans cette élection. D'abord, l'Alliance démocratique, issue de la minorité blanche, se présente comme une formation multiraciale. Vient ensuite les combattants pour la liberté économique. Le parti de gauche se présente comme le défenseur des plus démunis et prône la redistribution des richesses du pays. Les premiers résultats sont attendus à partir de ce jeudi 9 mai. Rassemblés depuis plus de 4 semaines dans le but de mettre fin au régime militaire au Soudan, les manifestants, surtout les jeunes, utilisent également l'art dans leurs revendications, des peintures murales pour montrer leur créativité de jeunes, mais aussi une manière pour ces artistes d'apporter leur soutien au peuple soudanais. Essatou Diamanka Besland. Au Soudan, les artistes jouent leur partition dans cette révolution qui a permis l'éviction le 11 avril 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans et désormais en prison. Sous forme de tableaux d'art, de peintures murales, de graffitis, la lutte qui a fait tomber l'homme fort du pays s'exprime dans les pinceaux. Nous soutenons les manifestants avec nos armes, la peinture, le pinceau et la couleur. C'est ce que nous avons pour exprimer nos sentiments et notre soutien au peuple soudanais. Pour l'artiste Aya Abdelrahim, ce projet artistique sur cette lutte politique historique permettra d'avoir une documentation pour les générations futures. C'est de la documentation de l'histoire de la révolution du Soudan. Si le soulèvement n'est pas documenté, les générations futures ne connaîtront pas ce qui s'est passé. Nous documentons notre histoire passée et celle des martyrs qui sont morts. Sur une grande toile qui sera réalisée, il souhaite récolter 1 million de signatures des manifestants à travers le pays. Les artistes peintres espèrent que cette œuvre artistique sera inscrite dans le Guinness World Record. Enfin, nous pouvons dire que justice a été rendue. Notre fresque murale est fantastique. Nous avons de l'espace pour collecter les signatures des révolutionnaires qui étaient présents depuis le 6 avril. Nous espérons aussi que nous parviendrons à l'inscrire dans le Guinness World Records. Pour le président déchu, Omar el-Béchir, 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 à son encontre sont toujours actifs. L'ancien chef d'État est poursuivi pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour lors de la guerre opposant le régime à une rébellion. Annoncé par le président Macky Sall, le projet de dialogue politique prend de plus en plus forme au Sénégal. Ce jeudi 9 mai, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, va démarrer les concertations. Cette rencontre a pour but essentiellement de présenter les termes de référence du dialogue, notamment en son volet lié aux élections, mais également de recueillir toute proposition utile. Des convocations seront distribuées à tous les partis politiques légalement constitués. La Banque mondiale va accorder en juin prochain un nouveau prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars à l'Angola, une enveloppe qui va servir à l'exécution de projets d'infrastructure initiés par le gouvernement du président João Lourenço. Le chef de l'État peine à mettre en œuvre son programme de campagne en raison de la conjoncture économique. Corinne Comdem.
Après un prêt d'1 milliard de dollars octroyé à l'Angola pour financer des projets liés à la sécurité sociale et à l'eau en mars dernier, la Banque mondiale va à nouveau débloquer la somme de 1,2 milliard de dollars au mois de juin pour le deuxième producteur de pétrole d'Afrique. Somme qui servira à l'exécution de projets d'infrastructure initiés par le gouvernement du président João Lourenço, qui peine à mettre en œuvre son programme de campagne en raison de la conjoncture économique. Cet appui de la Banque mondiale intervient à un moment opportun, principalement parce que l'Angola a affaire à une institution dont les facilités de financement sont différentes de celles d'autres agences financières internationales. Les coûts de financement de la Banque mondiale ont des taux d'intérêt beaucoup plus compétitifs, avec des durées de maturité plus longues, en plus de sa spécialité dans l'investissement lourd dans le capital humain et dans les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, la protection sociale des plus défavorisés. L'Angola a été plongée dans une crise économique en raison de la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014, une économie qui pâtit de sa forte dépendance aux revenus issus des hydrocarbures. C'est pourquoi le gouvernement met les bouchées doubles pour développer d'autres secteurs qui lui permettront d'équilibrer ses sources de revenus. Nous allons sceller un partenariat exclusif entre la Banque mondiale et le gouvernement angolais, de sorte que notre institution puisse aider efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ces politiques économiques qui vont dans la bonne direction. L'économie angolaise pourrait sortir de la récession cette année en grande partie grâce à l'amélioration de la demande intérieure. L'appui de la Banque mondiale à l'Angola concerne principalement l'eau, l'agriculture, le développement local, la protection sociale, l'énergie solaire et les transports. Également dans l'actualité, 25 ans après le génocide, le Rwanda panse les plaies du traumatisme. Selon une récente étude, entre 25 et 37% de Rwandais souffrent de troubles psychologiques. La dépression et le stress post-traumatique viennent en tête des problèmes mentaux auxquels font face les Rwandais. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisanga. Selon une étude réalisée par le ministère rwandais de la Santé avec l'association rwandaise des psychologues, entre 25 et 37% des Rwandais souffrent d'une maladie mentale. 25 ans après le génocide, l'état psychologique des victimes semble s'améliorer selon les spécialistes, même si le nombre reste relativement élevé, surtout parmi les rescapés du génocide. La réalité empirique, que ce soit clinique, mais également les recherches qui sont faites au Rwanda, montre que les cas de trauma sont encore très très importants. En termes de chiffres, on va voir que la population générale, au moins 3% de la population présente des signes visibles du trauma comparé à la population des survivants. De toutes les maladies mentales, la dépression vient en tête avec 11,9% et le stress post-traumatique qui prend 11,5% des Rwandais qui ont participé à l'enquête. Tout cela en plus des troubles liés au changement des conditions de vie. Le développement, la technologie, la pression sociale, l'économie qui se développe rapidement, c'est autant de mouvements qu'on observe dans d'autres pays dits développés sans même avoir vécu les génocides. Donc, je veux dire, la détresse psychologique associée au génocide devient en plus de ce qui est déjà possible pour tout le monde. La recherche a également montré que 61,7% des répondants souffrant de maladies mentales savaient où chercher de l'aide professionnelle. Cependant, seulement 5,3% d'entre eux ont demandé ce soutien, d'où la nécessité de prendre des mesures adéquates selon les experts, car ce sont des vies qui sont en jeu. La fondation Huidal a été lancée ce dimanche 5 mai à Kinshasa en République démocratique du Congo, mise en place par le sénateur Guy Luando Mboyo. Cette organisation non gouvernementale milite pour le développement notamment de la Tchouapa et de l'ensemble du pays. Pour y arriver, des partenaires sont signés avec plusieurs institutions de la République démocratique du Congo. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Élu sénateur pour le compte de la province de la Tchouapa, Guy Luando Mboyo, administrateur de plusieurs sociétés mais aussi avocat de carrière, a lancé ce dimanche 5 mai 2019 sa fondation. Dénommée Fondation Huidal, elle vise le développement intégral de la population congolaise. Dans cette vision, la province de la Tchouapa dont il est originaire est le point de départ de cette initiative. Nous avons lancé notre action à travers une fondation qui est une organisation non gouvernementale de développement. Ça veut dire que nous allons attaquer d'abord l'aspect développement de la Tchouapa par nous-mêmes, par nos partenaires, pour redorer ou donner plus ou moins un espoir à la population de la Tchouapa. Notre objectif, c'est de s'attaquer d'abord à l'aspect développement de la province de la Tchouapa dans toute sa globalité.
L'engouement constaté à la sortie officielle de la Fondation Ouidal témoigne de l'adhésion non seulement de la population, mais aussi des notables et autorités à cette initiative. C'est une bonne initiative qu'il faut encourager. C'est un exemple à prendre comment chacun peut créer une dynamique dans sa province pour susciter le développement de la population. Je lance aussi un appel pathétique à tous les autres fils et filles de la Tchoapa de suivre les pas de l'honorable Guy Luando. La Fondation Ouidal a signé des contrats de partenariat avec plusieurs organisations pour la concrétisation de ces objectifs. Avec l'Institut national de préparation professionnelle, il sera question d'orienter et d'encadrer les Congolais qui adhèrent à la vision afin d'apprendre les métiers. La Raobank, l'une des banques mieux assises dans le pays, va aussi accompagner la Fondation Ouidal dans la poursuite de ses objectifs. Tous ensemble pour l'épanouissement de tous, telle est la vision de la Fondation Ouidal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.